Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Au Togo, les premières élections sénatoriales se tiennent le 2 février 2025. À l'approche de ces élections, certains partis de l'opposition togolaise ont annoncé leur intention de boycotter ce scrutin, un scénario déjà vécu. Mais les contextes sont-ils encore les mêmes? On en parle dans ce numéro de l'invité et je reçois aujourd'hui M. Aoukou Nador, ancien vice-président du comité d'action pour le renouveau CAR, un parti de l'opposition togolaise, mais vous intervenez aujourd'hui en tant qu'acteur politique indépendant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc parler de ces élections sénatoriales à venir au Togo. Vous avez fait vos armes pendant plusieurs années au sein de l'opposition togolaise. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui du climat sociopolitique actuel? Oui, merci pour la question. Le climat politique aujourd'hui dans notre pays n'est pas enviable. On aurait pu connaître un certain nombre d'évolutions par rapport à toute l'expérience que nous avons traversée depuis le début de ce processus jusqu'à maintenant. Mais on a le sentiment que nous continuons toujours par patiner, par piétiner. C'est regrettable, mais on verra avec le temps si les esprits vont évoluer pour qu'on connaisse un peu un début de démarrage et qui va nous permettre de débloquer cette situation malheureuse-là. Quand vous dites « nous », votre regard porte sur l'ensemble des acteurs, que ce soit du pouvoir et de l'opposition. Naturellement, je fais allusion aux deux camps, parce que la situation actuelle n'arrange pas non plus le pouvoir et elle n'arrange pas aussi l'opposition. Alors qu'en tant qu'acteur, notre préoccupation est de faire en sorte que le pays tienne debout et que tous nos concitoyens sentent que quelque chose bouge dans le pays et que chacun, en sortant et en revenant, ait le sentiment qu'il a passé une bonne journée. Le calendrier électoral pour les législatives, pour les sénatoriales, débute donc le 2 février 2025. Pour l'opposition, pensez-vous que les enjeux sont encore importants pour ce scrutin? Au regard de la situation politique actuelle, je répondrai à cette question en deux volets. Parce qu'à l'issue des élections législatives et régionales et les résultats qui en sont sortis, on a un tableau, un schéma de la scène politique dans notre pays. Le pouvoir a une majorité écrasante, à la fois au niveau des législatives, tout comme au niveau des régionales, et cela a induit l'attitude d'un certain nombre de partis politiques de l'opposition, notamment les FDR et l'ANC, qui ont pris la décision de ne pas siéger. Et certains comme ADI et la DMP ont accepté siéger. Alors, répondre à cette question suppose qu'on prenne en compte ces deux positions, notamment au niveau de l'opposition. Pour ceux qui ont pris la décision de siéger, eh bien, on aurait pu penser que les sénatoriales vont être un enjeu pour eux. Mais ceux qui n'ont fait le choix de ne pas siéger, on dirait que ça n'a pas d'enjeu. Voilà. Mais le pouvoir qui est à l'initiative de la nouvelle constitution et qui a induit ces différents types d'élections-là, eh bien, c'est un enjeu crucial pour le pouvoir et je crois qu'ils sont en train de s'organiser pour faire en sorte qu'ils en tirent les plus grands intérêts possibles. Et pourquoi cette fois-ci, il n'a pas été possible d'avoir au sein de l'opposition une synergie d'action pour tenter de sauver les meubles pour les élections à venir? Oui, c'est dû au clivage qu'il y a après les élections. Le clivage qui est né après les élections. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas de la part de l'opposition. Mais ce qui aurait été possible, c'est qu'avant de participer à ces scrutins, au double scrutin législatif et régional, l'opposition aurait pu se mettre ensemble pour participer à ces élections. Mais ça n'a pas été le cas. Eh bien, chacun a labouré son champ et les résultats étaient là. Et ça fait que le résultat n'étant pas en faveur de l'opposition, eh bien, il est normal que aujourd'hui, ça va être difficile qu'on décide d'être encore ensemble.
Ça pouvait être possible si tout le monde a fait le choix de siéger ou de ne pas siéger. Mais là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une élection de grands électeurs. Ce n'est pas un scrutin universel, au suffrage universel, non. C'est des grands électeurs, notamment les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. C'est eux qui vont voter. Or, si vous prenez les élections municipales qui ont eu lieu il y a bientôt 6 ans, eh bien parce que les conseillers sont dans leur dernière année de mandature. Justement, c'est une élection qui devra également suivre après les élections sénatoriales. Voilà. Quand vous faites le pointage, vous constatez que le parti au pouvoir a plus d'élus que l'opposition. Maintenant, quand vous faites le pointage au niveau des régionales aussi, le pouvoir a plus d'élus que l'opposition. Alors, si nous sommes en politique et que le parti politique et ses militants, ses candidats, ses électeurs doivent obéir au principe de la discipline de parti, eh bien, si on va à ces élections-là, à la fois les élus régionaux, tout comme les élus communaux, s'ils respectent les consignes passées par leur parti, eh bien, UNI peut, sans gêne, remporter les 41 sièges. Vous parlez de discipline au niveau politique, au niveau des partis notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait aussi manqué sur la route? Oui, non. Manquer à qui? Non, ce n'est pas. Ce que je dis là, c'est interne au parti politique. Et je prends un exemple. UNI ne peut pas demander à ses conseillers municipaux ou régionaux d'aller voter pour tel le candidat, par exemple, de l'UFC. Alors, si c'est possible, ça veut dire que quelque part, il y a eu des échanges, des discussions avant que cela ne se passe. Mais la difficulté, c'est que les dirigeants, les premiers responsables de partis politiques ont peur qu'en passant de la consigne aujourd'hui à tel militant de se comporter comme ceci, c'est comme ouvrir la brèche. Si demain une situation pareille se présente, eh bien, il peut poser un acte que vous pouvez qualifier de pas correct, n'est-ce pas? Et il peut être en droit de vous dire que vous nous aviez demandé de faire comme ceci, et c'est pourquoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'au niveau des formations politiques, on va être rigoureux et très regardant. Et ce qui fait que moi, je comprends un certain nombre de partis politiques. Il y en a qui n'ont pas de conseillers municipaux ni de conseillers régionaux. Si vous allez, qui va voter pour vous? Ou bien certains ont des conseillers municipaux, régionaux, mais pas en nombre suffisant. Ça veut dire que, eh bien, vous allez, mais vous ne pouvez rien gagner. Et c'est pour ça, et si vous permettez, que je peux par anticipation dire quelque chose. J'ai lu la semaine dernière un journal qui a interviewé un acteur politique de l'opposition, qui siège d'ailleurs au CPC, qui a dit qu'il a fait un peu une analyse du tableau tel que je viens de le peindre, qu'il sera très difficile aux partis politiques de l'opposition, même si de bonne foi ils veulent participer à ces élections-là, qu'ils gagnent un siège. Et c'est pour ça que, comme la loi prévoit que le chef de l'État nomme 20 sénateurs ajoutés aux 41 pour que ça fasse 61, il propose au chef de l'État de faire en sorte qu'il y ait d'ailleurs le président du parti au pouvoir. Parce que la politique qu'il mène aujourd'hui est tout le temps qualifiée de politique inclusive. Alors si cette politique est effectivement inclusive, eh bien cet acteur-là propose que les 20 là qu'il doit nommer, il faut qu'il fasse en sorte que il le fasse assez dans le groupe de l'opposition qui accepterait siéger. Il se peut par exemple que certains partis politiques qui siègent au CPC soient intéressés. S'ils manifestent l'intention, il faut savoir comment la traiter. Ou le pouvoir lui-même peut faire l'offre. Et ça, si c'est acquis, ça ne peut pas s'arrêter non plus au niveau de ceux qui siègent seulement au CPC. Il y en a qui ne siègent pas, des partis qui ne siègent pas. Il y a des acteurs politiques comme moi, par exemple, indépendant, je ne siège pas, mais je suis un des acteurs. Si on m'approche, ou bien si j'approche, et que on me comprend, ou que moi aussi je comprends, eh bien, ça veut dire que j'accepte. Et si le chef de l'État nomme,
et me nomme, non? Donc je vais siéger et concourir. Justement, est-ce que c'est une éventualité à laquelle vous pensez? Est-ce que si une main vous est tendue, est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Non, moi j'ai relayé la préoccupation exprimée par un de nos collègues. Vous demeurez un acteur politique aussi expérimenté moi, je ne dirais, en matière d'élection, de scrutin. Je ne dirais pas oui, en même temps parce qu'on n'est pas encore en campagne. Tout à fait. Mais je dis que je suis disponible, n'est-ce pas, à approcher par exemple les premiers acteurs ou de la même façon je suis disposé si on m'approche. Monsieur Nador, le climat actuel justement porte à croire que c'est une main est véritablement tendue puisque même au niveau des ministres, on y compte des ministres de l'opposition. Oui, mais ce que nous faisons là au niveau des sénatoriales, c'est une première, n'est-ce pas? Et quand on voit comment le schéma est dessiné, et c'est un peu différent, hein, n'est-ce pas, d'une nomination au niveau du gouvernement. C'est une élection et l'enjeu, c'est une élection d'abord. Un scrutin qui concerne essentiellement les conseillers municipaux et régionaux. Oui, mais pour répondre en fait véritablement à la question précédente que vous venez de poser, on devrait y répondre en fonction, n'est-ce pas, de la nature même du régime sous lequel nous vivons. Tout à fait. Et c'est par rapport à la nature de ce régime-là, du moins, est-ce qu'il faut parler de nature, il faut faire plutôt allusion à comment le passage de la 4e République à la 5e République est apprécié dans notre pays. Si moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose, je peux moi-même faire des pas dans le sens de la proposition de notre collègue pour dire je suis intéressé si vous voulez, oui. Ou bien si on m'approche, je dis bon, comme je suis d'accord, oui, je suis disponible. Justement, nous allons en venir parler de la 5e République qui sera donc ce nouveau régime vers lequel le Togo s'avance. Mais d'abord, on va revenir encore un peu sur le fonctionnement même des partis politiques, notamment de l'opposition. Votre ancien parti, le CAR, n'est pas non plus guéri à ce jour des divisions internes. Quel est le point de la situation actuelle? Est-ce que vous avez des nouvelles encore? Oui, vous savez, ce n'est pas parce que j'ai quitté ce parti-là que des gens avec qui j'entretenais de bons rapports, j'ai coupé le rapport ou qu'eux, ils l'ont coupé avec moi. De temps en temps, ils m'appellent, on se salue, dit, mais moi, si je leur pose la question, comment ça va, etc. Et donc, mais ce qui est malheureux, n'est-ce pas, c'est que ce n'est même pas important de revenir là-dessus, mais je l'évoque tout simplement. On aurait pu, n'est-ce pas, après le décès et les cérémonies de notre défunt président fondateur, le congrès unitaire que nous avons fait là, on aurait pu le préserver et sauvegarder l'image du parti. Maintenant, il y a eu une dissidence et puis après, ceux qui pensaient incarner l'esprit du congrès unitaire ont coupé le pont et puis on a eu 2 branches. Moi, j'étais dans la branche qui a soutenu la logique du congrès unitaire. Au point qu'à un moment donné, quand mon président a rallié l'autre camp, on m'a demandé en tant que vice-président de présider le cadre de la transition. Maintenant, c'est dans le processus que j'ai compris que quelque chose ne fonctionne pas très bien. Et j'ai dit, par rapport à notre expérience, à notre âge et tout, il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons plus faire. Et c'est pour cela que j'ai présenté ma démission. Et donc, il y a le cas de branche transition qui est là, qui a fait cas dissidence qui est là. Mais ce que nous constatons, nous sommes tous des acteurs, nous constatons que ceux qui se sont désolidarisés du congrès unitaire et qui ont fait leur congrès, c'est eux qui siègent aujourd'hui au nom du CAR au CPC. Et donc, véritablement, il faut l'acter que c'est eux. C'est eux. Maintenant, le CAR transition n'a que 2 ans. En mai prochain, il faut que ceux qui l'incarnent encore fassent le point et si c'est possible, aller à un congrès pour faire tout ça. Et donc, comme moi, je suis parti, ces histoires-là, ça ne me préoccupe plus tellement. Moi aussi, je m'organise pour pouvoir me faire entendre, voilà. Justement, et comment reconstruire une force viable de l'opposition au Togo? Des coalitions, on en a déjà vu. Qu'est-ce qui devrait pouvoir marcher aujourd'hui au regard de votre expérience? Il faut être honnête pour le dire. Des fois, quand vous le dites, c'est douloureux et les gens ne l'acceptent pas facilement.
nous sommes tous des croyants à des degrés divers, que ce soit les croyances endogènes, musulmanes, chrétiennes, bouddhistes, etc., etc. Mais chacune de ces relations, de ces religions prône le pardon, l'acceptation. Alors, c'est vrai que depuis plus de 30 ans, au sein de l'opposition, nous nous sommes fait trop de tort. Nous nous sommes donné beaucoup de plaies. Et il y a des plaies qui ont de la peine à cicatriser. Et c'est ça d'abord qu'il faut régler. Si on peut faire ce pas et faire en sorte qu'on en arrive au pardon, ça sera formidable. Et nous pouvons faire de grandes choses ensemble. Moi, j'ai dit que après les élections couplées, là, certains de vos collègues m'ont reçu. Moi, j'ai dit, ce qu'il faut faire, c'est que chaque parti politique aille sur le terrain, écouter nos concitoyens pour dire pourquoi vous n'avez pas voté pour nous. Ils vont leur dire, ils vont noter tout ça, ils vont faire le point, aller aux états généraux, et tout ce qui va être dit là-bas, y compris la tentative de guérir ces plaies difficiles-là, et puis comment nous allons nous comporter désormais, eh bien, nous allons le définir là-bas et prendre... Cela dit, l'opposition pour les échecs enregistrés... Il faut faire une thérapie d'abord. Elle devrait s'en prendre qu'à elle-même et ça, il faut être courageux pour le dire. Il faut être courageux pour... C'est vrai que le pouvoir a posé assez d'obstacles. Mais c'est comme dans un match de football. Si votre adversaire met en place un système qui ne vous permet pas de marquer, il vous revient à vous aussi de trouver un autre système qui permet de les mettre en difficulté et de marquer. Mais si vous ne le faites pas, vous utilisez le même schéma, vous n'allez pas. Alors que celui qui est en face de vous, de temps en temps, il change. Comprenez qu'il va toujours prendre le dessus. Voilà. Et c'est pour ça que si même on ne peut pas le dire devant vos micros comme ça, que ceci, c'est cela, il faut quand même qu'on se retrouve quelque part, qu'on le dise, et en ce moment-là, on peut aller de l'avant et savoir si on peut faire quelque chose ensemble ou non. Parce que là aussi, ce n'est pas dit qu'il faut être un bloc forcément. Il y a des gens qui peuvent, selon leur idéologie, nous on peut être ensemble, non, selon notre affinité, etc. Bon, si on a par exemple 2-3 groupes de l'opposition, là aussi, les échanges deviennent des fois plus faciles. N'est-ce pas? Parce que le groupe là dit on peut céder ceci, etc. Une force viable de l'opposition. Voilà, ce n'est plus une affaire de parti individuellement. C'est comme par exemple si on parle de la DMK, il y a au moins 4 ou 5 partis avec des personnalités de la société. On parle de la DMP, même chose. Maintenant, on parle de ensemble, je crois, il y a 3 partis qui ont aussi leur regroupement, notamment, je crois, c'est la CPP, le MCD et puis un autre parti ou un mouvement politique. Ils ont leur regroupement. Maintenant, si demain d'autres regroupements aussi se mettent, ça va faire 3 ou 4. Et si vous décidez de quelque chose au sein de votre groupe, et que vous vous rencontrez en tant que groupe, c'est plus facile. C'est plus facile. Parce que quand vous suivez les réseaux sociaux et autres, il y a des partis qui disent, en tout cas, nous n'allons plus nous mettre ensemble avec qui que ce soit, ou alors, s'il faut le faire, il faut trouver des gens sérieux. Mais Dieu seul sait si sur cette terre, tout le monde est véritablement sérieux, ou celui qu'on qualifie de sérieux l'est effectivement. Une force viable de l'opposition, vous avez espoir. On va justement aborder la question de la 5e République au Togo. Est-elle une opportunité ou une menace pour la solidité de l'opposition togolaise? Bon, je suis obligé de raisonner de la manière dont je l'ai fait tout à l'heure. Pour ceux qui n'acceptent pas le passage de la 4e République à la 5e République, mais c'est de l'enfer. C'est de l'enfer pour eux. Mais pour ceux qui disent non, ce n'est pas un problème, eh bien, c'est véritablement quelque chose de sérieux. Et ces gens-là, probablement, sont prêts. Et quand une main sera tendue, ils vont la saisir pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais là aussi, la difficulté qu'on a, c'est celle qu'on évoque tout le temps. C'est le problème de comment le passage a été fait. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est un débat de principe. Et de mon point de vue, j'ai toujours dit qu'il faut laisser ça aux universitaires, aux gens de la société civile, pour faire ce débat-là.
Mais aux acteurs politiques, mais allons sur le terrain, travaillons le terrain. Voilà, parce que, ce que je dis souvent, si moi je suis parti politique au pouvoir, j'ai la majorité, mais j'ai des élections en vue. Et je ne sais pas si véritablement, après ces élections, j'aurai encore ma majorité. Mais ce que je peux faire, je le fais. Mais si j'ai des doutes, eh bien, là, ce n'est plus la raison qui va me guider, mais c'est la politique. Je fais de la politique en ce moment-là. Je dis, la majorité que j'ai là, si je peux l'utiliser pour faire passer certaines de mes préoccupations, je le fais avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que le pouvoir a fait. Maintenant, l'opposition peut même se poser la question de savoir, qu'est-ce qui a fait que le pouvoir a pu faire ça? Mais l'opposition a refusé d'aller aux élections législatives dernières. Pas celle que nous venons de faire, celle qui d'avant, je crois que ça doit être 2017 ou 2018. Alors qu'en 2017, on a connu le mouvement Tikpi avec ses 14 qui a mobilisé. Mais on est allé à Conakry, on a eu 8 représentants à la CENI. Mais à la fin, l'opposition a dit non, on ne va pas, ces gens-là n'iront pas prêter serment pour travailler, l'opposition n'ira. Mais on n'est pas allé. Et on avait même révisé le code électoral, et c'était plus ou moins consensuel. Eh bien, on est allé aux élections, le pouvoir, la majorité. Le premier acte que le pouvoir a posé, c'est de revoir le code électoral sur l'ancien format. 3 mois après, le pouvoir lance les élections communales. L'opposition qui avait le vent en poupe et qui a refusé d'aller aux législatives là, est allée aux élections communales. Elle a eu quand même quelques élus qui, après, ont permis d'avoir des maires, des adjoints aux maires, etc., etc. Pourquoi on a fait ça pour les communales et on a refusé de le faire pour les législatives? Justement, se jouer à nouveau Vous voyez, non? l'opposition. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent que c'est l'opposition elle-même qui a ouvert la brèche au pouvoir. Y a-t-il des leçons apprises ou pas de ces expériences passées? Oui, oui, véritablement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les gens s'asseyent quelque part pour se parler sincèrement. Sinon, si quelqu'un dit « moi je vais siéger », mais c'est par rapport à sa conscience et à la ligne de son parti. N'est-ce pas? Parce que quand on est allé à ces élections-là, personne n'a donné l'argent à quelqu'un pour faire campagne. Peut-être même qu'ils se sont combattus vigoureusement sur le terrain et c'est après qu'on veut faire ceci, on veut faire cela. Maintenant, si quelqu'un va aux élections, on vote pour lui, il refuse de siéger, c'est son droit le plus absolu. Mais si quelqu'un va, lui aussi il gagne, mais il veut siéger, c'est son droit le plus absolu. C'est comme ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si après ces élections, et comme j'ai peint le tableau tout à l'heure, oui, l'opposition n'a pas assez de grands électeurs pour pouvoir avoir des élus, des sénateurs élus. Mais si, dans les 20 là, le chef de l'État dit, bon, je prends acte de la situation, j'ouvre la porte, et bon, voilà, consulter les gens, ceux qui sont intéressés, des acteurs d'opposition qui le manifestent, et je prendrai une décision dans ce sens. Voilà, donc le problème est réglé. Parce que si jusque-là, les autres partis politiques refusent de participer au jeu, mais ils seront là comme ça jusqu'à quand? 6 ans après. 6 ans après, c'est la nouvelle constitution là, c'est à partir de la nouvelle constitution que tous les textes qui vont régir les élections et autres choses seront écrits. Maintenant, si vous refusez cette affaire-là, quand les législatives prochaines vont arriver 6 ans après, les régionales, tout ça, vous insinuez que les acteurs de l'opposition devraient revoir leur position? Naturellement, revoir leur position. Nous avons été toujours calés depuis le début du processus. Nous avons fait plus de 20 dialogues avec le pouvoir. Et à la fin de chaque dialogue, quand on signe l'accord, le principe était que on forme un gouvernement d'union, on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est l'opposition elle-même qui a toujours refusé de participer à ces gouvernements-là. Et finalement, le pouvoir seul fait. Et à la fin, on dit qu'on nous a volé. Soyons là, nous aussi. Participons. Et en ce moment-là, on va apprendre d'ailleurs à se connaître. Et dans ces genres de choses-là, des fois, avec quelques complicités, ça passe vite. Loin du champ politique togolais, si vous permettez, on va aller un peu vers chez les voisins, dans le Sahel, dans la région ouest africaine. Quel regard portez-vous sur le vent panafricaniste qui souffle, notamment au Sahel aujourd'hui? Ce vent, nous pouvons dire que c'est le Sahel qui le porte un peu plus, mais c'est un vent
qui souffle sur toute l'Afrique. Sur toute l'Afrique, mais aussi sur d'autres parties du monde. Vous savez, avant même le début du processus démocratique des années 90, le monde était multipolaire, notamment les Occidentaux et les Soviétiques. Mais les Occidentaux, d'obédience capitaliste, ont travaillé jusqu'à ce que le mur de Berlin tombe. Et en ce moment-là, le monde est devenu unipolaire. Et avec la naissance du principe démocratique après la Baule et tout ça, les conférences nationales et tout, eh bien, les États, les pays qui ont fait le choix de changer leur constitution pour ne pas la caler à la constitution de parti État, ont copié purement et simplement la constitution française. Et la constitution française est une constitution présidentialiste ou semi-présidentialiste, on peut l'appeler comme on veut. Mais en Europe, il n'y a pas que le présidentialisme, il y a aussi le parlementarisme. La preuve, c'est qu'à la conférence nationale togolaise, la constitution qui devait régir la transition a été basée sur le principe du parlementarisme. N'est-ce pas? Mais seulement le travail de préparation psychologique n'a pas été fait à l'endroit du chef de l'État et Adema, ce qui a fait que quand le Premier ministre d'alors a commencé par mettre l'application en marche, et Adema l'a senti. Et il a fait ce qu'il a pu faire, au point que au vote de la Constitution de 92, on a dû changer le parlementarisme par le présidentialisme. Vous avez vu, non? Mais jusque-là, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Maintenant, si c'est que le travail d'explication avait été bien fait, qu'il y a des mal compris, normalement, la Constitution de 92 doit être une Constitution, ça doit être le parlementarisme. Parce que c'est ce que la Conférence nationale avait recommandé. N'est-ce pas? Mais ça n'a pas été fait. Maintenant, nous sommes là-dedans et nous, on a vécu tous ces avatars, comme ça se passe aujourd'hui en France. Et puis voilà, nous avons refusé, on l'a dit tout à l'heure, refusé de participer aux élections législatives de 2018 et ce qui a permis au pouvoir d'ancrer son assise. Et puis, ce n'est pas que on a le sentiment aujourd'hui que il n'y a que le pouvoir qui constate que le régime présidentiel ou présidentialiste ne cadre pas trop avec nos réalités. Mais dans l'opposition, y compris moi, moi aussi, je trouve toujours que le présidentialisme ne cale pas avec nos réalités. Le parlementarisme, je crois que c'est une bonne chose. Sinon, la conférence nationale même n'allait pas le recommander. Et comment est-ce que vous pensez que ce schéma nouveau... Quand vous prenez le mouvement panafricaniste aujourd'hui, nous revenons à la case départ. Nous sommes en train de basculer dans le multipolarisme. N'est-ce pas? On parle aujourd'hui du Sud global. C'est les pays francophones d'Afrique, Amérique latine, etc., etc. Oui, et quand vous entendez les activistes, les universitaires, les acteurs, surtout camerounais et tout ça, vous voyez que dans les années à venir, moi je dis 15, 20, 30 ans, les régimes présidentialistes vont disparaître en Afrique. C'est le régime présidentiel et parlementaire qui va arriver. Comment est-ce que ce schéma nouveau peut aider à redynamiser les forces d'opposition en Afrique? Vous voyez comment ça souffle maintenant au Sahel. Quand vous prenez, et c'est important, ce que je dis là, il faut que les oppositions en Afrique en général, mais celles togolaises aussi, puissent la prendre en considération. L'ancien président Gbagbo, qui est dans l'opposition aujourd'hui, est clair là-dessus. Il dit, si moi j'arrive là, ce que je vais faire, je vais le faire comme on le fait au Sahel. Et quand vous allez au Cameroun, c'est la même chose. Ici et là. Moi, je suis convaincu même que là où il y a eu de coups d'État, et les gens ont fait encore le présidentialisme. Pendant qu'ils sont là, je suis convaincu qu'avant d'organiser les élections, ils vont revoir leur constitution. Ils vont revoir leur constitution. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oppositions aujourd'hui doivent être à l'écoute de ce que, du nouveau développement, du changement de paradigme en Afrique. Si nous voulons faire encore l'opposition aujourd'hui, comme nous l'avions fait depuis il y a plus de 30 ans, nous serons en déphasage. Parce que aujourd'hui, que tout le monde parle de travailler ensemble, si moi,
je suis calqué sur le schéma, par exemple, français, alors que celui avec qui mon partenaire qui est d'un autre pays ne veut pas ça, vous voyez que ça va être compliqué. Et c'est pour ça que même ceux qui acceptent le régime parlementaire aujourd'hui au Togo doivent être à l'écoute. De ce qui se passe autour dans les autres pays. Ceux qui sont encore dans la logique du présidentialisme aussi doivent être à l'écoute. Et c'est par rapport à ça qu'on va bâtir de nouveaux narratifs qui peuvent nous aider à repositionner, à refaire l'opposition. Pour revenir donc aux élections sénatoriales, pensez-vous, comprenez-vous cette décision de certains partis de l'opposition de boycotter? Et si vous étiez encore au quart, quelles auraient été vos recommandations? Non, moi je comprends et je raisonnerai toujours comme je l'ai fait. Maintenant, pour ceux qui n'acceptent pas la nouvelle constitution, il y a problème. Mais pour ceux qui l'acceptent, il n'y a pas problème. Mais moi aujourd'hui, je ne parlerai pas au nom du cas parce que je ne suis plus au cas et je ne connais pas actuellement la position. Vous étiez encore au sein d'un parti de l'opposition. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Par principe, moi, je suis un fan du parlementarisme. Mais quand je suis le débat de certains de nos acteurs ici, on dit le président du Conseil, ailleurs, il est élu lui aussi député. Et c'est après son élection qu'ici, on dit non, il n'est pas élu député, mais c'est le président du parti qui va diriger. Majoritaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait cet exercice et que après on dit non, on trouve qu'il faut que lui aussi soit élu, après les 6 ans qui vont passer là, eh bien, si on peut encore revoir ce côté-là de la Constitution, eh bien, celui qui va être le président du Conseil doit savoir que avant, il faut que lui aussi soit élu. Donc, disons que pour le moment, nous sommes encore dans la transition jusqu'à un moment donné pour voir le réglage qu'on peut faire. Le temps nous le dira et 2025 marquera donc un nouveau départ et donc l'effectivité donc dans l'entrée du Togo dans l'exécution de cette 5e République. Justement, on est presque à la fin de cette émission pour 2025. Quels sont vos vœux, Monsieur Nador? Oui, moi je voudrais tout simplement saluer d'abord tous les acteurs, à la fois du pouvoir tout comme de l'opposition, et dire que, en tout cas, chacun a pu faire ce qu'il peut faire dans son camp. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on fasse une étude, une analyse de tout le parcours que nous avons fait pour aller travailler dans le sens du compromis. Et faire en sorte qu'on travaille ensemble pour que nos concitoyens soient psychologiquement libérés et fassent leur activité sans trop de laxisme, de crainte, de difficultés pour qu'on aille de l'avant. Je souhaite que l'année 2025 soit une bonne année de paix, de tranquillité, d'acceptation sur le plan politique, tout comme sur le plan social. Et dans l'intérêt de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions et participer à cette émission. Réel plaisir de vous avoir eu, Monsieur Awoukou Nador, ancien vice-président du comité d'action pour le renouveau parti de l'opposition, aujourd'hui acteur politique indépendant. Merci bien. Bonne année à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.